Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aux séries que j'ai vues récemment. C'est vrai qu'avec la fin de Parcoursup, l'annonce des résultats, ça m'a laissé beaucoup de temps pour rattraper toutes les séries que j'avais en retard. Vous allez voir le genre de programme que j'aime, c'est assez criant on va dire, mais ça tourne beaucoup autour du genre fantastique qui est incontestablement mon préféré. On va parler de Shadow and Bone. Alors Shadow and Bone, c'est une adaptation de la trilogie Grisha qui a été écrite par l'autrice Lise Verdugo. On y suit l'histoire d'Alina, une jeune orpheline qui possède de puissants pouvoirs magiques. Sans surprise, on reste sur quelque chose de young adulte, donc qui suit le schéma classique de la fameuse élue qui est destinée à sauver le monde. Information, pour ceux qui ne connaissent ni l'univers de Lise Verdugo, ni la série, en fait de base, la trilogie de romans, donc Grisha, suit uniquement le destin d'Alina. Mais ce que la série a décidé de faire, c'est de rajouter l'histoire des Crows au destin d'Alina. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une histoire inédite pour les Crows afin de les introduire dans l'histoire d'Alina. Et c'est très intéressant aussi finalement de voir ce tout nouveau contenu concernant les Crows, parce qu'on est beaucoup justement à réclamer une suite à Six of Crows, parce qu'une duologie c'est pas assez, on en veut plus. Et donc là ça nous a permis de profiter d'une histoire exclusive et de découvrir nos personnages préférés dans une toute nouvelle situation. S'il n'y avait pas eu les Crows, j'aurais détesté ce programme je pense, tellement j'étais déçue par l'histoire d'Alina et que les personnages créés par Lise Verdugo dans sa trilogie Grisha, j'ai eu du mal à m'y attacher. Alors que le fait de rajouter les Crows dans cette histoire, justement, ça m'a vraiment permis d'être à fond dedans et de conserver malgré tout un intérêt pour ce programme pour lequel finalement j'étais assez déçue. Le second programme dont j'ai envie de vous parler, c'est mon coup de cœur, sans aucun doute, c'est... je le conserve finalement comme mon favori de l'année, pour le moment du moins, et ça a été une si belle découverte. De toute façon je vous en ai parlé absolument partout et jamais, mais jamais j'aurais pensé que j'aurais un aussi grand coup de cœur pour ça. C'est évidemment l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Ça se déroule dans un monde qui peut être rapproché, on va dire, de l'Occident des années 40, au niveau des décors du moins, où les gens vivent enfermés dans des murs afin de se protéger des titans. Les titans, ce sont des créatures mangeuses d'hommes, et donc le jeune Eren Yeager, le personnage principal, va décider de rejoindre le corps d'élite chargé de l'extermination des titans après avoir vu sa mère se faire dévorer sous ses yeux. Moi je suis quelqu'un qui avait beaucoup de préjugés par rapport aux animés, c'était quelque chose que j'associais à des dessins enfantins, pas forcément travaillés, et à simplement des combats avec des explosions partout et des personnages surpuissants. Et au final, je suis tellement contente de m'être débarrassée de mes idées reçues. Depuis que j'ai intégré vraiment la communauté des personnes qui regardent des animés, c'est absolument génial, je sens qu'il y a tellement de choses à découvrir, et si vous en avez un seul à conserver, c'est celui-ci. Le troisième programme que j'ai à vous présenter, c'est une série Marvel, c'est The Falcon and the Winter Soldier. C'est la seconde série Marvel qui est sortie à ce jour, même si en ce moment il y a Loki qui est en pleine diffusion. On suit deux personnages de l'univers Marvel, Sam Wilson, le Faucon, et Bucky Barnes, le soldat d'hiver, qui vont se réunir pour combattre une menace commune. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est qu'elle se déroule après le blip. Le blip, c'est donc cet événement qui a fait disparaître la moitié de la population mondiale, et jusqu'à présent, on s'était pas réellement intéressé aux conséquences. Et c'est ça qui est génial dans The Falcon and the Winter Soldier, c'est cette dimension sociale qu'a le programme. Parce que pendant ces années où le reste du monde a disparu, le gouvernement a bénéficié de ressources beaucoup plus importantes pour aider les personnes qui souffrent de la pauvreté. Donc ces personnes, pendant toutes ces années, ont enfin eu le droit aux ressources nécessaires pour vivre, tout simplement. Mais une fois que les disparus sont revenus, forcément les problèmes sont revenus à la normale, et donc toutes ces personnes qui avaient bénéficié d'une aide pendant ces années ont tout perdu du jour au lendemain. En parallèle de ça, le programme s'intéresse aussi aux minorités ethniques et notamment à la place des Afro-Américains dans la communauté américaine, étant donné qu'après Avengers Endgame, Captain America a donné son bouclier à son ami Sam Wilson, qui est donc un personnage issu de la communauté afro-américaine, et son rôle entre guillemets serait de reprendre le bouclier. Malheureusement cela est impossible au vu de sa couleur de peau. Du moins, c'est ce qu'il en pense. Et donc dans le programme, on va suivre tout ce cheminement qui va le conduire à devenir Captain America, et plus particulièrement le tout premier Captain America noir. Le quatrième programme que j'ai à vous présenter, c'est celui que j'ai le moins aimé de toute cette liste, je vais être honnête avec vous, c'est Simply Alston de Ryan Murphy. L'histoire se déroule dans les années 70 et on y suit l'apogée ainsi que la descente aux enfers du couturier et notamment toutes les critiques qu'il va subir, et également, comme on retrouve assez souvent dans les œuvres de Ryan Murphy, le rapport de l'artiste à son œuvre. Ce que je reproche principalement à ce programme, c'est que Ryan Murphy fait du Ryan Murphy. C'est-à-dire que comme d'habitude, il va proposer les mêmes thématiques. Ça me rappelle exactement la même chose que l'année dernière avec Hollywood. Hollywood tombait exactement dans le même travers que Simply Alston. On était une nouvelle fois sur des personnages homosexuels qui tentent de trouver leur place dans un milieu qui n'est pas forcément le leur. Ils sont souvent confrontés aux difficultés du processus de création, et en plus de ça, il faut absolument rajouter les minorités dans l'intrigue. Ce sont des thématiques importantes, mais
c'est redondant, c'est toujours la même chose, et je vous avouerai que mis à part American Horror Story, qui reprend une nouvelle fois ces thématiques mais de manière horrifique, voilà, mis à part American Horror Story, globalement Ryan Murphy, je me suis lassée de ses œuvres. Une autre série que j'ai regardée récemment, c'est la suite, c'est une saison 2, c'est la série Ragnarok par Adam Price. Ragnarok, c'est une série qui nous vient tout droit des pays nordiques et dans laquelle on suit Magne. Magne, c'est un adolescent qui va hériter des pouvoirs de Thor. L'environnement de Magne peut être analysé comme l'environnement de Thor, c'est-à-dire qu'on peut tout associer à la mythologie. Son frère, Loritz, a un goût très pointu pour la mode, pour le travestissement aussi et pour la malice, qui fait qu'on peut le rapprocher sans aucun doute du personnage de Loki. Ce que j'adore, c'est qu'on est vraiment dans une réécriture de la mythologie nordique sous le prisme de l'adolescence. Pour en revenir au personnage de Loritz, c'est quelqu'un qui va beaucoup s'interroger sur son identité, à la fois sexuelle mais aussi identitaire. On va utiliser le fait que Loki, dans la mythologie, ait des pouvoirs de transformation, ait la capacité de changer son physique. Ici, on va l'employer sous la forme de la transidentité. Le Ragnarok, c'est la fin du monde dans la mythologie nordique. Et ici, certes, on parle du Ragnarok au premier degré, dans le sens où ça serait une apocalypse qui détruirait le monde, mais on peut aussi considérer le Ragnarok de manière plus implicite. En fait, il y a toute une thématique qui traite de l'écologie et notamment de la place des multinationales. C'est-à-dire qu'il y a une entreprise, dans l'histoire, qui vient polluer les rivières et notamment l'eau potable aussi. On ne peut s'empêcher de demander, mais est-ce que finalement le Ragnarok, la fin du monde, ça ne serait pas les humains qui la causeraient eux-mêmes? Pourquoi est-ce que ça serait quelque chose de mystique, quelque chose de divin, quelque chose de transcendant qui nous dépasse? Mais pourquoi est-ce que ça serait pas les hommes qui en seraient à l'origine? Ça serait les hommes finalement qui créeraient leur propre perte. Mon second coup de cœur parmi les séries que j'ai regardées récemment, c'est Invincible de Robert Kirkman. Alors c'est une série de super-héros qui est assez particulière étant donné qu'il s'agit d'une série animée. Tout commence lorsque Mark Grayson, un adolescent dont le père n'est nul autre que le super-héros le plus puissant du monde, développe à son tour des pouvoirs et décide de suivre les traces de son géniteur. Se joue littéralement des codes des comics. En fait, elle va reprendre tous les stéréotypes, tous les clichés qu'on peut retrouver dans les dessins animés de super-héros pour enfants. Par exemple, le premier épisode, c'est quelque chose qui est assez lisse, et au départ, on peut se dire, mais qu'est-ce que je regarde finalement? C'est un programme de super-héros parmi tant d'autres. Et en réalité, à la fin du premier épisode, on est face à une scène d'une violence sans nom, et c'est à ce moment-là qu'on réalise que non, on ne regarde pas un programme pour enfants, mais bel et bien une série à la violence inouïe. On a donc à la fois ces combats extrêmement sanglants, mais aussi des thématiques un peu plus adolescentes. Par exemple, Mark Grayson, lui, va au lycée. Et donc on a toute cette histoire finalement liée au lycée, au fait que des fois ils sont obligés d'abandonner des rencarts avec des filles pour aller sauver le monde. Tout ça évidemment rajoute quelque chose de plus humoristique à la série, et c'est ce mélange des tons qui la rend aussi intéressante. Il ne s'agit pas seulement de montrer le côté super-héroïque de la chose, mais vraiment de s'intéresser à l'impact du fait d'être un super-héros sur son propre quotidien. Le tout avec une bonne dose d'hémoglobine. Le dernier programme que j'ai à vous présenter, je suis assez déçue parce que je sais que toutes les personnes avec qui j'en ai parlé ont adoré, et pour ma part j'ai eu beaucoup de mal à accrocher, je saurais pas réellement expliquer pourquoi. Ce programme, c'est Alice in Borderland. Alice in Borderland, c'est l'adaptation Netflix d'un manga dans lequel on suit un jeune homme qui va être forcé de survivre dans un Tokyo totalement désertique. Afin de garder la vie, il va être forcé de participer à des jeux mortels. Ce que j'ai adoré dans cette série, c'est son concept, c'est-à-dire qu'on est face à des mini-jeux extrêmement particuliers. Certes, si on réussit le jeu, on obtient un visa qui nous accordera quelques jours supplémentaires à Tokyo. Cependant, si on échoue, on se fait immédiatement tuer. Enfin, si on n'a pas déjà été tué au cours de l'épreuve avant. Au début de la partie, on montre aux différents joueurs une carte, et en fonction de ce qu'il y a indiqué dessus, cela va nous donner la complexité du jeu, ainsi que sa nature. Par exemple, un 10 de cœur sera associé à un jeu extrêmement difficile, dans lequel il va littéralement falloir briser des cœurs, autrement dit, trahir ses propres alliés. On se rapproche de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Par exemple, les différents personnages peuvent être associés aux personnages créés par Lewis Carroll. Il y a un personnage, j'ai oublié son nom, c'est Chichia, c'est ça. C'est Chichia qui est un personnage très rusé et qui peut être évidemment associé au chat du Cheshire. Mais il y a aussi Quina, je sais pas réellement comment on le prononce, qui est une jeune femme transgenre. C'est-à-dire qu'au début, elle est montrée toujours en tenue bleue, ce qui est facile à associer à la chenille, devenue papillon dans Alice au Pays des Merveilles. Ici, on associe la métaphore du papillon à la transidentité. Si vraiment le synopsis vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder parce que pour beaucoup de personnes, ça a été un coup de cœur. Moi, pour ma part, je pense que j'étais encore trop plongée dans l'Attaque des Titans pour réussir à regarder autre chose. Mais malgré tout, ça reste un très bon programme et je vous le conseille, même si pour ma part, ça n'a pas du tout été le coup de cœur espéré. C'en est tout pour les séries que j'ai regardées récemment. J'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu éventuellement vous donner quelques conseils de séries à voir. S'il n'y en a qu'une seule à regarder, c'est évidemment l'Attaque des Titans, même si vous avez des préjugés dessus, mais si de base le synopsis vous intéresse et que vous êtes un fan du genre fantastique, je vous la recommande les yeux fermés. C'est vraiment une série exceptionnelle et s'il vous plaît, essayez de vous débarrasser des préjugés que vous avez sur les animés, parce que je vous promets que ça en vaut la peine.